De retour sur le plateau du Grand Journal, on parle maintenant du regain de violence en Guadeloupe avec quelqu'un qui connaît bien cette île puisqu'il y a grandi. Merci d'accueillir Lilian Thuram. Bonsoir Lilian, vous avez entendu cette affaire Bernarda dont nous parlions à l'instant. Quels sont vos commentaires à vous? Est-ce que vous pensez que Manuel Valls est un bon ministre de l'Intérieur ou pas? Écoutez, c'est difficile à savoir si c'est un bon ou pas, mais en tout cas, je suis d'accord avec les étudiants. C'est-à-dire, je pense que nous devons être fiers des enfants qui sont dans la rue pour demander un peu plus d'égalité. Voilà. Sa visite en Guadeloupe, vous pensez qu'elle va pouvoir stopper l'hémorragie de criminalité? Sincèrement, je ne pense pas. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit le ministre qui aurait dû aller là-bas, parce que je crois que le vrai problème en Guadeloupe, c'est un problème dû à la pauvreté. Voilà. Sauf que, pardon, mais les chiffres de la criminalité sont quand même éloquents. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de Marseille, on a beaucoup parlé de Marseille ces dernières semaines, et on se rend compte que la Guadeloupe est en tête, si je puis dire, des crimes. 38 crimes depuis le début de l'année, la Corse 17, Marseille 15. Qu'est-ce qui explique, à votre avis, cette violence et ce regain de criminalité? Écoutez, tout d'abord, il faut essayer de comprendre que le taux de chômage est beaucoup plus élevé en Guadeloupe. Les enfants qui sortent de la scolarité aussi sont beaucoup plus importants. Il y a aussi, je dirais, l'accès à la drogue. Mais encore une fois, le vrai problème de la Guadeloupe, c'est la pauvreté. Parce que c'est la pauvreté qui emmène à ces crimes. Et d'ailleurs, si vous analysez les personnes qui sont tuées, c'est souvent des pauvres. Et souvent, encore une fois, ce sont au sein de leur famille ou dans le voisinage. Donc on voit que c'est une criminalité pas comme à Marseille ou de règlement. C'est pas de la grande criminalité. Exactement. C'est quoi? C'est des pertes de repères familiaux, exactement. sociaux? Je pense que c'est des pertes de repères. Et encore une fois, c'est vraiment dû à une certaine pauvreté. Parce qu'en fait, oui, on parle d'un taux de chômage de 23%. Comment, excusez-moi? Pourquoi il y a autant de pauvreté? C'est une île qui a des atouts, qui pourrait connaître un développement économique sans doute plus important. Est-ce qu'on explique les raisons pour lesquelles la pauvreté sur cette île n'arrive pas à être dissipée? Écoutez, encore une fois, je dirais que ce sont les politiques qui devraient s'attarder à ça. Et je crois que malheureusement, les politiques ici, je dirais, en France, sont très très loin des problématiques de la Guadeloupe. Ils ne s'en occupent pas? Pas beaucoup. Regardez, même, on a attendu combien à peu près 40 morts pour en parler des problématiques en Guadeloupe? Ça veut dire quelque chose quand même, non? C'est-à-dire qu'en règle générale, lorsqu'il y a un meurtre, je dirais, à Marseille, on en parle très rapidement, il y a des ministres qui se déplacent. Et là, aujourd'hui, on attend à peu près 40 morts pour qu'un ministre se déplace. Et encore une fois, depuis le début de l'année. Oui. Voilà, encore une fois, je ne suis pas sûr que c'est M. Valls qui va résoudre le problème. Parce que la priorité, encore une fois, c'est l'accès aux emplois. D'accord? Je pense que c'est ça. Mais c'est quoi? C'est plus de subventions aujourd'hui de la part de l'État français? Non, ce n'est pas une question de subvention. C'est encore une fois, c'est essayer de donner des horizons aux enfants. Parce que lorsque vous êtes plus jeune et que vous vous dites de toute façon, je vais être au chômage, je ne vais pas trouver de travail, effectivement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Demain, si vous n'avez pas un horizon bien clair, peut-être vous allez tomber dans une certaine déprime. Et je crois que les personnes sont dans une certaine déprime. Et c'est ce qui explique la violence. Parce que la violence, encore une fois, ce n'est pas la violence vers les touristes. Hein. C'est entre les gens, entre familles, entre voisins, entre amis. Et c'est ça qui est dommageable. Lilian, en 2008, vous aviez décliné l'offre de Nicolas Sarkozy, qui voulait faire de vous son ministre de la diversité. Si François Hollande vous faisait la même proposition aujourd'hui, vous accepteriez? Je pense que je dirais non, pas pour les mêmes raisons. Mais je dirais que ce que je fais aujourd'hui au sein de ma fondation, je pense que je suis plus important là. Alors, si vous êtes là ce soir, c'est également pour parler pour la première fois de votre séparation avec Karine Le Marchand, qui a défrayé la chronique. La presse s'est fait l'écho d'une séparation houleuse. Une plainte a été déposée contre vous par votre ancienne compagne pour violence conjugale, puis retirée. Est-ce que vous pourriez nous dire exactement ce qui s'est passé et comment ça s'est passé? Avant de commencer, je dirais que je n'ai pas trop l'habitude de raconter ma vie. Si je suis là ce soir parce que je dirais que c'est avant tout pour les effets que ça a eu sur la Fondation. Je dirais que cette séparation est un peu surréaliste. C'est-à-dire que j'ai été pris dans quelque chose de surréaliste. C'est-à-dire que voilà, une femme que je vivais avec me dit qu'elle veut partir. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème.
Elle me fait une demande. Je trouve que cette demande est déplacée. Je dis Une demande. En fait, elle me demande une compensation par rapport aux années qu'on a passées ensemble. Et donc, j'ai trouvé ça un peu surréaliste, et donc j'ai dit non. Et en fait, là, ça a déclenché quelque chose de vraiment surréaliste. C'est-à-dire qu'elle m'a envoyé un texto, elle m'a expliqué qu'elle allait me détruire mon image. Et voilà. C'est-à-dire que ces paroles-là ont été prononcées le 3 septembre. Le 3 septembre au soir, elle dépose une plainte. Le 4, je suis convoqué par la police. Et donc tout ça me paraît surréaliste. C'est-à-dire que même le fait, après qu'elle fasse un communiqué commun pour expliquer que j'étais quelqu'un d'extrêmement gentil, avec des valeurs, tout cela me paraît un peu surréaliste. Et vous récusez tout acte de violence? Complètement. Je n'ai jamais été violent avec Karine Le Marchand. Je ne serai jamais violent avec aucune femme. Et en fait, je pense que je ne suis pas quelqu'un de violent en règle générale. Alors pourquoi a-t-elle déposé plainte? Justement, la vraie raison, c'est parce qu'il y a eu refus de cette demande-là. Il y a une manière de faire pression sur vous? Je ne sais pas. Vous savez, en discutant avec l'avocate Madame Mécari, elle me dit que parfois, dans les séparations, il y a de l'irrationnel. C'est très bien qu'il y ait de l'irrationnel, mais tant que ça ne touche pas, je dirais, le travail que je fais aujourd'hui au sein de la Fondation. Vous l'avez dit, Karine Le Marchand a porté plainte. Plus surprenant peut-être, vu ce que vous racontez, c'est qu'elle a retiré sa plainte. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez négocié avec elle ce retrait de plainte ou comment ça se passe? Non, je n'ai rien négocié avec elle. Je dirais qu'elle a porté plainte seule, elle a enlevé sa plainte seule. Et encore une fois, je pense qu'elle a peut-être eu un moment de lucidité, parce qu'en fait, elle a parlé justement d'actes insignifiants. Parce que c'est ça la réalité. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui je suis là, pour simplement dire aux gens, j'ai jamais été violent, et je pense que je ne le serai jamais. Voilà. Et pour être tout à fait clair, il n'y a eu aucune contrepartie financière? Non, pas du tout. D'accord. Dans ce genre d'affaires, c'est toujours un peu parole contre parole. Quel argument incontestable pourriez-vous apporter à tous ceux qui nous regardent ce soir et qui ont envie de vous croire? Écoutez, je dirais que j'ai la chance qu'elle m'avait prévenu, en fait. Elle m'avait prévenu de ce qui allait se passer et qu'elle allait me faire la guerre à un point que je ne m'imagine même pas. Et donc, j'ai eu l'occasion de laisser ce message avant de venir chez vous pour que vous puissiez le faire. À la rédaction? Oui, à la rédaction. Donc on a une trace du SMS dont vous parlez? Oui, voilà, c'est un SMS qui a été constaté par huissier. Peut-être le voir, oui. Vous pouvez nous le lire? Je ne sais pas si c'est important que je le lise. Je le lis, je rentre avec mes affaires à la maison. Si tu veux la guerre, Lilian, tu vas la voir au-delà de ce que tu imagines. C'est vrai que j'avais jamais imaginé, par exemple, d'être ce soir chez vous à parler de ma vie privée. Je n'avais pas imaginé aussi d'être en première page dans les journaux en me faisant passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Voilà, donc effectivement, je trouve que c'est très triste d'être arrivé là. Pourquoi avez-vous attendu autant de temps pour témoigner? Écoutez, encore une fois, je n'ai pas l'habitude de raconter ma vie, donc c'est un peu difficile pour moi. Après, j'ai discuté avec le conseil scientifique de la Fondation qui m'a demandé aussi de me positionner pour que les gens comprennent... la Fondation que vous dirigez. Oui, voilà, qui s'appelle Éducation contre le racisme, pour justement entendre ma parole. Parce qu'effectivement, moi je suis peut-être d'une certaine naïveté. Je me dis que les gens vont finir par comprendre la réalité des choses. C'est-à-dire que j'ai été joueur de foot, je fais certaines choses. Je pense que je me dis, les gens ils vont faire quand même la part des choses. Mais ils m'ont dit non, parfois les gens ne font pas la part des choses, donc il faut expliquer. C'est-à-dire qu'en fait cette histoire était préjudiciable à l'action de votre fondation? Complètement. Vous pouvez me donner des exemples? Écoutez, par exemple, là normalement je devrais être en Bolivie, parce que j'avais été invité par une université en Bolivie. Je devais rencontrer le président Evo Morales. Et malheureusement, ils ont décliné l'invitation parce que justement cette information est arrivée jusqu'en Bolivie. Dernièrement, je devais partir en Italie, à Bergame. Là aussi, ils ont décliné l'invitation parce qu'il y a eu cette information. Et donc, c'est pour cela, aujourd'hui, je suis là, encore une fois. Et pas en tant que victime d'une situation. C'est simplement pour rétablir une vérité et que les gens ne pensent pas qu'il y a un double ou un triple Lilian Thuram. Quelles sont les actions en cours de votre fondation? Écoutez, en ce moment, il y a un livre qui est sorti en italien, Mes étoiles noires. Donc, je suis souvent en Italie. Le livre est sorti aussi en même temps au Portugal, donc je vais au Portugal.
Et donc, je rencontre les enfants là-bas et j'essaie de leur expliquer que justement, il faut combattre les hiérarchies qui ont été mises en place. Par exemple, la plus vieille hiérarchie qui existe dans nos sociétés, c'est la hiérarchie qui existe entre les hommes et les femmes. Donc, vous voyez, si je discute au sein de ma fondation de tout cela, c'est pour cela que je ne peux pas me permettre aujourd'hui que quelqu'un ait un doute sur la sincérité que j'ai par rapport à cette fondation. Donc, pour vous, l'histoire avec Karine Le Marchand est une affaire classée? Oui, complètement. C'est une affaire classée. Je dois avouer que... En relation avec elle, aujourd'hui, vous vous parlez par avocat interposé ou... Ben écoutez, sincèrement, lorsque je suis un peu fâché, je ne parle pas beaucoup. Oh, vous n'êtes pas fâché avec moi, donc? Non, parce que je vous parle. Non, donc en ce moment, je parle très peu parce que, effectivement, je trouve que, certes, on peut comprendre l'irrationalité parfois, mais quand l'irrationalité touche au cœur ce que vous faites, je trouve que, ouais, on a le droit d'être un peu pas content. Merci Lilian d'être venu témoigner. Dernière question, pour finir sur une note un petit peu plus légère. L'équipe de France de football a marqué 13 buts lors des 3 dernières rencontres. La qualification pour la Coupe du Monde de foot au Brésil, vous y croyez? Ben écoutez, je l'espère. C'est vrai qu'effectivement, il y a 2 matchs très très difficiles. Et j'espère que les joueurs auront la capacité à dépasser le stress. Parce qu'en fait, quand ces matchs couperets comme ça, en règle générale, il faut avoir beaucoup d'expérience et rester très très froid. Donc vous y croyez? Ben, j'espère. Donc vous y croyez. Merci Lilian.